Alors, il est exactement midi 11 minutes pour cet autour de midi, comme d'habitude. Et puis, aujourd'hui, on a le plaisir, l'honneur de recevoir Madame Laurence Dietrich. Je ne me suis pas trompée, si. Dilix, oui, c'est presque Dietrich, ça. voilà. Et vous êtes docteur, chercheuse des sciences de l'information et de la communication à l'Université libre de Bruxelles, mais vous allez nous en parler parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et puis, Madame Hanen Zbis, qui est présidente de la section tunisienne de l'Union internationale de, euh, La de presse la française. presse francophone. Alors, bonjour à toutes les deux. Bonjour, et moi je suis aussi ici dans le cadre de cette conférence en tant que vice-présidente du Conseil de la presse. Oui, très, très, très Voilà. intéressant pour les gens de la presse et en fait pour tout le monde, hein. Et donc, ce sera une représentation de l'OIF pour l'Afrique du Nord et de la délégation générale de Wallonie-Bruxelles en Tunisie. Et le thème, c'est la désinformation. Allez, on commence. Qu'est-ce que la désinformation déjà, chère Laurence? Alors, la désinformation, elle a plusieurs formes et généralement, on la classe en trois catégories. D'une part, la mésinformation, qui est le fait de donner des fausses informations, mais de manière pas du tout intentionnelle. Et ça peut être une erreur involontaire, un journaliste a mal vérifié, ça peut arriver, ou une mauvaise interprétation. Et puis on a ce qu'on appelle vraiment la désinformation, où là il y a vraiment une volonté de manipuler l'opinion publique ou une volonté de nuire. Dans la désinformation, on peut retrouver plein de formes comme la propagande, les théories du complot, les réalités alternatives, les fake news, etc. Et puis on a la forme la plus grave, qui est la malinformation, qui est vraiment une volonté de nuire et de causer du tort aux personnes. Et là, on va se retrouver dans des scénarios où l'objectif est d'arnaquer les gens, des arnaques financières, des arnaques sentimentales, etc. Alors voilà, donc désinformation, mésinformation et Malinformation. malinformation. Donc quand on change le préfixe, ça a vraiment un sens très différent. Alors on rentrera tout à l'heure justement pour parler de ça du côté des journalistes, les professionnels entre guillemets, parce qu'on parlait tout à l'heure qu'il y a beaucoup de journalistes qui n'ont pas une formation de journaliste, qui viennent d'autres horizons. C'est mon cas, par exemple, je suis prof universitaire et pourtant je fais un travail de journalisme culturel. Il y a beaucoup d'avocats aussi qui sont journalistes, et pas uniquement en Tunisie, partout dans le monde. Et puis aujourd'hui, il y a un autre élément qui rentre en jeu. On n'a plus que la télévision, la radio et la presse écrite, et les réseaux et voilà, les journalistes web pour des espaces comme Brut et autres. En Tunisie aussi, on a ce genre de choses. Mais le citoyen qui devient quelque part journaliste, on le voit par exemple à la guerre dans la guerre de Gaza, où il n'y a plus vraiment de journalistes et les journalistes, c'est presque des citoyens. Donc l'image de l'information, elle change. Et est-ce qu'on a la même responsabilité si on est journaliste ou citoyen, personne C'est-à-dire que les journalistes, ils ont des droits et ils ont des devoirs, ils ont une responsabilité sociale envers les publics qu'ils informent. Les journalistes ont d'ailleurs des codes de déontologie qui disent très clairement dans les premiers articles, c'est le respect de la vérité. Et c'est la rectification quand une information a été publiée et qu'elle comportait des erreurs. Les journalistes citoyens, les influenceurs n'ont pas ces règles, n'ont pas cette organisation et souvent ils ne sont pas très conscients en fait des dégâts que peuvent causer la désinformation que parfois ils répandent. Alors ça peut être intentionnel et ça peut être aussi inintentionnel. Et c'est là où il faut réfléchir un petit peu à comment aussi un peu encadrer ça par un peu plus de programmes d'éducation aux médias, notamment dans les écoles, pour faire prendre conscience de cela. Nous sommes tous des acteurs de l'information sur les réseaux sociaux. Nous sommes tous potentiellement aussi des acteurs de la désinformation. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de violence sur le web chez les jeunes qui causent des dégâts, parfois même Absolument. des crises psychologiques, des complexes, ou même ça peut aller jusqu'au suicide. Et ça, c'est dans le monde entier.
Est-ce qu'on peut parler de désinformation ou de comment on peut qualifier ce genre de violence de l'information? C'est-à-dire que la violence qu'on observe sur les réseaux sociaux, elle est plutôt liée à un phénomène qu'on appelle la polarisation des sociétés en général. Cette polarisation, c'est créer des grands écarts entre ce qu'on considère comme très bien et considère comme très mal. Alors on a des camps du bien, des camps du mal qui s'organisent sur divers sujets. Ça peut être autant sur le Covid, par exemple, que sur la question climatique. Ça divise très fort. Et en fait, quand on est comme ça dans des divisions profondes où les émotions aussi jouent un rôle très fort, les émotions sont un des vecteurs de partage sur les réseaux sociaux, qu'on est très en colère ou que l'on a peur, par exemple. Bien, tout ça, c'est le terreau fertile, évidemment, pour la désinformation se propager. D'ailleurs, lors de cette rencontre francophone où vous allez parler de ce sujet-là, vous allez parce que c'est très vaste, on vient de le voir, peut-être je suis un petit peu allée dans les frontières de ce problème qui est la désinformation, qui a toujours existé, mais peut-être elle n'avait pas autant d'ampleur. C'est-à-dire qu'avant, pour mener des campagnes efficaces de désinformation, il fallait des semaines, il fallait utiliser beaucoup de canaux, il fallait une conjugaison entre parfois la radio, l'affiche, les magazines, la presse. C'était quelque chose quand même assez laborieux à organiser. Avec notre environnement numérique, c'est beaucoup plus facile. Et ça prend aussi beaucoup plus d'ampleur parce que ça touche un public mondial. Et c'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est que la désinformation, elle circule très rapidement d'un pays à l'autre, elle s'adapte très rapidement aux contextes locaux et aux contextes nationaux. Et elle a aussi pour particularité d'être amplifiée par les algorithmes d'intelligence artificielle. Exactement, c'est ce dont on allait parler, parce que vous avez parlé de polarisation, et en fait l'algorithme joue sur ça. Ça veut dire, si on a un avis, allez, on va prendre le Covid, très bon exemple, si on est plutôt contre l'idée que, par exemple, le vaccin soit efficace ou non, pour moi, on n'a pas encore répondu vraiment à la question. Mais même les scientifiques n'ont pas encore répondu. Enfin, mais il y a eu la presse ne peut pas répondre à la place des scientifiques. Enfin, le journaliste est tenu d'être quand même à faire de la distance et refléter la réalité. Si on n'a pas tranché sur un sujet, il faut dire qu'on n'a pas tranché sur un sujet. Il n'a pas à se tenir comme un expert sur une question aussi sensible comme le Covid ou autre. Donc, ce qui se passe, donc cette circulation virulente des fake news, c'est que parce que parfois sur des catastrophes naturelles ou des catastrophes sanitaires, il y a un manque d'information, il y a une peur, Laurence elle a parlé de l'émotion, que ces diffuseurs de la désinformation, ils vont jouer sur, ils vont l'amplifier, ils vont l'utiliser pour créer des scénarios catastrophiques, pour créer de la panique, des crises. Et puis aussi, il y a les moments où il y a des crises économiques, sociales, qu'on va encore amplifier grâce à la propagande faite par les fake news, et surtout dans le contexte des élections. Bien sûr. Où là, chaque information et chaque désinformation compte. C'est-à-dire que faire diffuser une information fausse pendant un contexte électoral dans n'importe quel pays, ça peut agir sur les résultats du scrutin et donc agir sur toute la situation politique dans un pays. Ça peut créer des guerres civiles, ça peut faire atteinte à un processus démocratique. Donc il faut voir à quel point ces fausses informations peuvent avoir de l'ampleur. Et là, avec l'intelligence artificielle, et Laurence en sait un peu plus, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, ça devient de plus en plus dangereux parce qu'aujourd'hui, vous pouvez créer des vidéos de fake news, deepfake, qui sont faits avec les visages et le corps et les expressions d'un personnage, avec sa voix, mais ce n'est pas ce personnage-là qui va dire des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité et qui peuvent influencer le contexte dans lequel elle s'en vit.
Mais je crois qu'on peut aussi ajouter que les plateformes comme les réseaux sociaux ont tout intérêt à ce qu'il y ait de la désinformation et des contenus très polarisants. Ah Pourquoi? oui, alors pourquoi? Voilà, Vraiment. parce qu'on se trouve dans une économie de l'attention. Leur intérêt, c'est que l'utilisateur reste longtemps et le plus longtemps possible. Pourquoi? Parce qu'il va recevoir des messages publicitaires. Et c'est le modèle économique même de toutes ces plateformes. À partir du moment où les contenus qui se partagent le plus et le plus souvent sont des contenus qui sont très chargés émotionnellement, eh bien, on va retrouver dans énormément de cas des contenus de désinformation parce que ces contenus sont vraiment typés et vraiment chargés d'émotions, qu'elles soient négatives et parfois même positives. Et donc cette amplification, quelque part, c'est le système qui s'auto-alimente et qui n'a pas tellement intérêt en fait à lutter contre ça de manière proactive. C'est aussi pour ça maintenant que là où avant il y avait des fact-checkers, des vérificateurs de faits qui étaient payés et qui travaillaient avec les plateformes pour pouvoir corriger les désinformations et pouvoir rétablir la vérité, maintenant c'est délégué à des notes de communauté où ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui vont décider si c'est vrai ou si c'est faux ou si c'est un peu plus à nuancer. Et là, évidemment, on est dans un terrain très dangereux parce que, et ça, les journalistes, c'est ça aussi qui fait la différence, les journalistes le savent bien, vérifier une information, ça prend du temps. Et c'est pas facile à 100%. Et donc, c'est une responsabilité énorme. La responsabilité, Oui, oui. Parce qu'on nous, on est tenu par un code éthique et par la loi si on va diffuser une fausse information, alors que le citoyen lambda ou un influenceur ou quelqu'un sur les réseaux sociaux peut diffuser une information qui est fausse, il n'a pas les mêmes restrictions. Bien que maintenant aussi, il y a des lois qui touchent un peu à ce contexte-là, mais c'est des lois liberticides qui sont utilisées pour limiter l'espace de la liberté d'expression au lieu de lutter au nom de la lutte contre la désinformation. Oui. C'est des lois qui sont faites essentiellement pour combattre les voix justes ou les voix critiques et pour restreindre l'espace de la liberté d'expression. Donc, d'un côté, on a une diffusion vertigineuse des fausses informations, et notamment avec l'intelligence artificielle. De l'autre côté, les gouvernements ont essayé de mettre en place des lois, soi-disant pour combattre ces fausses informations, mais finalement, ces lois sont utilisées contre leurs opposants, contre toute voix critique, pour faire taire ces voix critiques et pour limiter l'espace de la liberté d'expression. Justement, est-ce que, déjà, comment on peut juger? Justement, on avait pris, je pense que c'est un bon exemple, le Covid. Si les scientifiques n'ont pas tranché et que, supposons, moi, j'étais dans le camp des contre, les gens qui étaient contre le vaccin, par exemple, et qu'officiellement, dans mon pays, il fallait faire le vaccin obligatoirement, etc. Est-ce que comment on peut punir une personne, qui peut être moi, sur un avis médical, alors que je ne suis pas médecin, est-ce qu'on peut aller jusqu'à la prison? Est-ce que c'est une solution? Et comment définir la désinformation? Alors tout d'abord, ça va dépendre de ce que vous allez dire. Moi je pense que sur une question qui n'est pas tranchée, il faut faire exprimer les experts, tout en gardant ses distances, en disant voilà ce qui est dit, voilà le pour et le contre. Il vaut mieux faire le vaccin que ne pas le faire, et comme tout médicament, il a des effets secondaires. Mais si on va relativiser, c'est-à-dire qu'on va comparer le nombre de dégâts ou le volume de dégâts de ceux qui vont se faire vacciner par rapport à ceux qui ne vont pas se faire vacciner, quand même, la comparaison, elle est très claire, déjà. Mais si jamais vous faites une erreur, déjà, nous avons un arsenal juridique pour ça. Il y a la loi sur la loi de la presse, il y a aussi d'autres lois. Je ne pense pas que alourdir encore le contexte ou ajouter une loi supplémentaire et en faire un mauvais usage en plus pour limiter la liberté d'expression, c'est la solution. C'est vrai qu'il faut réglementer cet espace virtuel parce qu'on ne peut pas le laisser comme ça, parce qu'il n'y a pas que seulement que la désinformation, il y a le discours de haine aussi, il y a le harcèlement virtuel envers les femmes par exemple, ou envers les minorités. Il y a beaucoup de dépassements. Donc la réglementation, elle est nécessaire.
Reste à voir comment cette réglementation elle est mise en place et dans quel contexte et par quel gouvernement et avec quelle volonté en fait. C'est là que ça diffère en fait. Et puis, il y a un autre élément que je voulais voilà, euh, vous questionner autour de cet élément-là. Par exemple, maintenant, l'algorithme de Facebook, Twitter, X maintenant, de l'ex-Twitter, etc., va, selon l'idéologie ou la politique qu'ils suivent, on sait toujours que les médias, disons que Facebook c'est un média quand même, il fait médiation entre les personnes et entre... C'est pas un média traditionnel. Voilà, mais ça reste un média. La majorité des gens n'ont plus accès à l'information qui ne suit pas la politique ou la ligne politique. Là, je pense à Gaza, par exemple, ou même les Occidentaux qui avaient des comptes Facebook, Twitter, TikTok, et qui sont pro-palestiniens, qui nous voient quand même minoritaires, en tout cas qui est contre la voie politique dominante dans les pays occidentaux, se sont vus limiter l'accès, bloquer les comptes, etc. Et là, voilà, parce qu'ils disent que c'est de la désinformation et que c'est un appel à la haine. Donc en réalité, la propagande est devenue mondiale. Il n'y a plus comment faire, quoi. Oui. Alors là c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Alors on a aussi une superposition de phénomènes. J'ai parlé de l'émotion qui est un facteur très important. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'on a aussi ce qu'on appelle des biais de confirmation. On a quand même aussi tendance à croire et à partager ce qui est en accord avec ce que l'on pense. Et ça, c'est très important et c'est ce qui aussi alimente cette polarisation. Et puis on a aussi un autre effet qu'on appelle un effet des bulles de filtre ou des chambres d'écho, où en fait, à force de suivre tout le temps le même type de compte, de suivre tout le temps le même type d'information ou de désinformation, on en arrive à ne plus en sortir et à ne plus être exposé à la diversité des opinions. Et c'est là, en fait, où les médias d'information prennent tout leur sens, parce que le fondement même d'un média d'information, c'est de présenter la diversité des opinions. Et donc ça, c'est quelque chose de problématique, d'autant plus problématique, c'est qu'on voit aussi que les plus jeunes ont tendance à moins s'informer, à être beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux numériques. Cela veut dire aussi que même si on pense à la répression, il faut nécessairement penser au volet éducation, qui est vraiment fondamental, parce que sans ça, on ne peut pas efficacement lutter contre ces phénomènes. Même si les algorithmes et l'intelligence artificielle amplifient tout ça et peuvent même être des outils pour créer de toutes pièces de la désinformation, il faut se dire que derrière, il y a toujours des intentions humaines. Et ça, c'est fondamental. C'est un problème social, c'est un problème humain avant d'être un problème technologique. Donc pour vous, il faut se tourner vers les médias traditionnels qui sont basés sur un travail journalistique traditionnel, mais comment faire quand les médias traditionnels eux-mêmes, quand on se tourne vers leurs financiers ou leurs intérêts politiques, ce qui a toujours été le cas pour la propagande, etc., et de plus en plus, quand on ne peut plus se tourner, par exemple, on a vu ça en France sur beaucoup de sujets, des chaînes comme BFM qui encouragent le racisme et beaucoup de choses qui sont, voilà, ils ne se rendent pas compte en plus des attaques contre les émigrés, contre toute l'Afrique presque, et qui ne se rendent pas compte que justement grâce à la francophonie, on les regarde, mais ils ne se rendent pas compte, l'Afrique les regarde, même si eux parlent français, et il y a de la désinformation. Là, c'est vrai que c'est aussi très problématique parce que les médias d'information ne sont pas non plus nécessairement dans une bonne santé financière. Ça, c'est la première chose. Comment est-ce qu'on finance l'information quand tout le monde est habitué à accéder gratuitement à des contenus? Un contenu n'est pas nécessairement une information. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, comment est-ce qu'on peut aussi, parce qu'il y a aussi un phénomène de baisse de confiance envers les professionnels. Et donc, on est vraiment dans un nœud très, très complexe. Et c'est là justement où le journalisme de qualité, où les journalistes qui sont vraiment motivés pour faire ce travail ont une carte à jouer, vraiment. Et c'est un rempart nécessaire
C'est vraiment un rempart nécessaire, de même que les organisations de fact-checking. Alors, évidemment, c'est un travail laborieux et il faut être, je pense, aussi assez costaud pour faire ça. Parce que c'est s'exposer aux critiques, s'exposer au harcèlement. Quand on critique une vérité qui dérange, on dit mais non, en fait, c'est ça la vérité. C'est pas ce que vous croyez et ça vous ennuie, en fait, que ce soit ça la vérité. Parce que ça contredit complètement vos croyances. Et donc, de ce fait-là, ils se font attaquer. Et il y a vraiment des campagnes de harcèlement ciblé qui sont très préoccupantes, elles aussi, et qui ne sont pas nécessairement prises en charge par les autorités. Donc, en fait, on est vraiment dans un nœud. On est vraiment dans un nœud où chacun doit essayer de jouer sa part, en fait, du mieux qu'il peut. Est-ce que je peux ajouter quelque chose sur ce point-là? D'abord, il faut toujours, dans une situation de crise, il faut toujours revenir aux bases. Et les bases, c'est l'éthique, justement. Donc, il faut rappeler aux journalistes, et pas seulement aux journalistes, les principes éthiques du métier journalistique. Il faut que le public aussi comprenne, les publics comprennent cette éthique journalistique. Et donc, cela nécessite un travail de sensibilisation, non seulement au niveau des journalistes, mais au niveau du public, pour savoir qu'est-ce que c'est que le métier de journaliste, qu'est-ce que c'est qu'un média traditionnel, quelle est sa vocation, qu'est-ce que c'est aussi qu'un réseau social, quelle est sa vocation aussi, la différence entre un journaliste et un influenceur et un créateur de contenu. Ce n'est pas une manière de faire de la discrimination, mais expliquer au public qu'est-ce que c'est que le travail des médias. Parce qu'aujourd'hui, il y a un amalgame qui est énorme avec cette circulation d'un taux d'information qui est extraordinaire, qu'on ne peut plus se retrouver, ni nous en tant que journalistes pour recouper toutes les informations, et ni le public qui reçoit ce flux quotidiennement. Donc il y a un travail qui doit se faire, à mon avis, à deux niveaux. Il y a un travail au niveau des journalistes pour leur rappeler les principes éthiques et les lois, et revenir aux bases, en fait. Faire le travail de fact-checking, de recoupement, de chercher l'information fiable, d'aller sur le terrain, d'aller voir les sources, de les recouper. Donc ça, c'est un volet. Le deuxième volet, c'est ce travail avec le public, et donc d'où l'importance, et Madame Laurence l'a cité, de l'éducation aux médias. Il faut éduquer ce public pour qu'il développe son esprit critique vis-à-vis de ce flux d'informations qu'il est en train de recevoir. Parce que vous êtes dans la même maison, vous avez un portable, votre enfant a un portable, votre mari a un portable, vous recevez des différentes informations et vous avez des filtres qui sont différents aussi. Donc on ne sait pas qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que vous allez croire. Donc l'idée, c'est qu'outiller ce public-là pour savoir reconnaître une information qui est fausse, pour avoir au moins un doute. S'il y a, par exemple, une vidéo virale qui dit quelque chose qui est bizarre ou qui peut susciter quand même un discours de haine, qui peut aiguiser la haine contre une partie de la société. Donc on veut que ce public-là soit un peu plus avisé, qu'il développe un peu son esprit critique, en attendant qu'entre-temps, les journalistes puissent faire ce travail de recoupement. Et justement, là, je voudrais citer le travail que nous sommes en train de faire au Conseil de la presse, parce que nous, on veut se pencher sur ces questions-là. D'abord, en revenant aux bases éthiques, justement, pour dire la désinformation, elle est là, comment on peut lutter contre cette désinformation, mais pas seulement d'un point de vue journalistique, comment impliquer le public aussi sur cette démarche-là. Donc, comment travailler, nous, journalistes, avec les citoyens, pour développer cet esprit critique vis-à-vis des médias. Et nous sommes en train de préparer une charte qu'on va présenter justement lors de la conférence tout à l'heure. Cet après-midi, oui. Voilà, cet après-midi, avec les grands principes qu'on va ensuite discuter avec les gens du métier et aller faire des sessions de formation aux journalistes, mais aussi la présenter au public plus tard. Parce que l'idée, c'est d'être dans une approche collaborative et globale. La question de la désinformation ne concerne pas que les journalistes, elle concerne tout le monde. Comme un peu la question environnementale aujourd'hui. Ça ne concerne pas que... C'est un danger universel. Éminent pour tout le monde. Et là, on a vu déjà l'effet de la désinformation, même dans le domaine environnemental, on l'a vu dans le domaine sanitaire, on l'a vu dans le domaine politique. Donc, face à des phénomènes de cette ampleur, il faut que tout le monde se mobilise, chacun de son côté. Alors, moi, j'avais l'actualité, peut-être une des crises humaines et la plus
importantes depuis un moment, c'est quand même la guerre à Gaza, et qui pose une question très 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 grave, quel que soit le camp où on est. C'est, moi j'ai envie de dire, les jours les plus obscurs, les plus noirs de l'histoire du journalisme, et d'un point de journalisme qui est excessivement important, c'est le journalisme de guerre, où on a eu, même si la désinformation dit que ce n'étaient pas des journalistes, c'était tous des gens qui appartenaient à la résistance et au Hamas, et que toutes les informations sont fausses, et que c'est pour ça qu'ils ont été... C'est valable dans les deux camps. Mais quand même, il y a un camp où il y a eu plus de 200 journalistes qui ont été visés et tués, et un autre camp où voilà, il n'y a rien. Et puis, les journalistes qui ne font pas spécialement partie de ce conflit, n'ont pas, les journalistes entre guillemets de guerre indépendants, dans le sens où ils vendent après l'information aux médias qui ont envie de les acheter, ils ne sont pas obligés de faire partie de la BBC ou de je ne sais quel média, et ça a toujours été ce travail-là qu'ont fait les photographes, les journalistes, les caméramans qui se déplacent dans les espaces où il y a la guerre et qui acceptent le risque. Quand on ferme la porte aux journalistes et qu'on ne laisse que les influenceurs et les non-journalistes pour s'exprimer, et après les accuser de désinformation, or ils ne sont pas forcément journalistes. Et puis on rappelle aussi que ce qui s'est passé à Gaza, c'est le chiffre le plus élevé de journalistes assassinés, même si on associe toutes les guerres, en commençant par la Première Guerre mondiale, où il y a eu vraiment le journalisme photographié aussi. Et ça, c'est univers. Ça veut dire, quel que soit le camp, quelle que soit la polarisation, le degré de désinformation, supposant que les images qu'on a d'enfants déchiquetés, de violences extrêmes, de médecins qui sont des spécialistes qui disent qu'il y a une famine, qui disent que voilà, les enfants sont directement ciblés par les... Là, c'est pas... On parlait d'experts, par exemple, par rapport au Covid. Là, on a des témoignages directs grâce aux réseaux sociaux, et qui ne filtrent pas, et on a un camp qui dit c'est de la désinformation, c'est de la désinformation, c'est faux, ils font tous partie du Hamas. Comment répondre à ce genre? Et ça va continuer dans les autres guerres. Parce que c'est un précédent extraordinaire. Les chercheurs vont écrire énormément de livres. Moi j'ai beaucoup travaillé sur la guerre en Ukraine depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et les mécaniques qu'on va retrouver dans la guerre à Gaza, c'est un peu la même chose. Et en fait, finalement, si on réfléchit bien, c'est des mécaniques qui sont propres aux guerres. La propagande est une stratégie de guerre. C'est une guerre psychologique que l'on mène contre l'ennemi. Et donc, pour pouvoir mener cette guerre psychologique, on va utiliser tous les moyens à disposition. Et dans le cadre de ces deux guerres, justement, il y a eu beaucoup de manipulations, des images fausses générées par des IA. Des deux côtés. Voilà. Des deux côtés du conflit. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Alors, on peut parfois parler de ce qu'on appelle la soft propaganda. Donc, c'est une propagande qui est plutôt douce et qui vise, en fait, à mobiliser le moral des troupes, à essayer de mobiliser de la solidarité aussi. Faites un don, soutenez-nous, que les gouvernements étrangers aussi nous soutiennent, on a besoin de ça. Et puis des campagnes beaucoup plus agressives qui visent vraiment à discréditer l'ennemi, justement pour casser tout cet effet de solidarité. Pour les journalistes qui ne sont pas sur le terrain, le défi est infini, parce que d'une part, comment sont-ils sûrs que les sources qu'ils vont trouver sont fiables? Et ça, c'est le premier problème. Même sur la guerre en Ukraine, il me disait, oui, on peut bien sûr contacter des journalistes ukrainiens, mais ils sont partisans, ils sont pour leur camp, donc ils vont tout de suite dire du mal de l'autre. Et on peut contacter la Russie aussi, mais eux, c'est des menteurs professionnels, donc on ne peut pas les croire dans tous les cas. Et c'est très très compliqué. Et il faut ajouter à cela qu'il y a aussi une charge psychologique très forte pour les journalistes qui sont exposés à ces images de violence. Ils voient des cadavres, ils voient des gens se faire déchiqueter, se faire tuer, ils entendent les cris des enfants. Et donc ça aussi, c'est quelque chose, ça peut créer des chocs post-traumatiques vraiment en étant derrière son écran. Et ça, c'est une violence aussi très compliquée à gérer. Et pour démêler tout ça, en fait, c'est comme les historiens, il va falloir le recul. C'est avec le recul que l'on va apprendre ça. C'est tout le problème de commenter et de travailler cela en temps réel.
Alors, pour l'exemple de Gaza, justement, c'était une stratégie faite par Israël, choisie par Israël. C'est-à-dire, dès le début du conflit, ils ont interdit l'accès à tous les journalistes étrangers. Donc, c'était visible qu'ils voulaient avoir une seule version de la guerre. Et ça leur donnait l'occasion de mettre en cause l'autre version, puisque qu'est-ce que vous avez en contrepartie? Vous avez les journalistes locaux palestiniens avec très peu de moyens qui se font tuer tous les jours et avec une version des faits on pouvait mettre en cause facilement en disant que c'est les partisans de Hamas et du terrorisme. Et donc c'était voulu depuis le début justement d'interdire à tout journaliste et donc tout traitement médiatique objectif de cette guerre pour avoir justement laissé un terrain vide pour la propagande. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas une stratégie propre à Israël, mais on a vu cette stratégie intensifiée pendant la guerre à Gaza. Première mondiale, justement. Hein, mais ce qui était extraordinaire dans cette guerre-là, c'est le rôle qui était joué par les réseaux sociaux, justement. Là où les médias classiques ont failli à leur mission, c'était les réseaux sociaux qui ont pris le relais. Et c'est ce qui a créé la prise de conscience qui est arrivée ensuite par rapport à ce conflit-là. C'est vrai que dans les réseaux sociaux, il y a du faux et du vrai, mais quand même, on est sorti des médias classiques qui sont contrôlés par le pouvoir, par les lobbies, par de l'argent sale, pour aller sur un espace où il y avait encore une marge de liberté pour montrer autre chose. Et ça a créé toute cette solidarité mondiale vis-à-vis des Palestiniens à Gaza. Donc, moi, pour un peu relativiser un peu les choses, réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a beaucoup de propagande, de désinformation, mais sur ce cas-là, moi, ça nous a permis de voir une partie de la vérité. Alors, je voulais revenir sur autre chose. Alors ça, le mot magnifique que j'ai utilisé, et vous aussi, mais c'est dans le sens où vraiment on voit des choses le jour qui évoluent. Les soldats des forces de défense, hein, c'est extraordinaire, hein, une armée qu'on appelle force de défense israélienne. Les mots sont très 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 importants. Il y a une très belle recherche aussi américaine qui s'appelle How to do things with words, en fait c'est une dimension performative. Alors ces jeunes soldats sont jeunes et donc ils font partie de la même génération dont on parle, cette génération TikTok, et ils se sont filmés. Alors là, on ne peut plus dire que c'est de la propagande parce que eux s'adressent à leur famille et à la population israélienne qui est excessivement dure, hein, qui attend des images très dures et qui sont heureux, hein, de voir les massacres, etc. Ils se sont filmés dans les maisons des Palestiniens en mettant les sous-vêtements des femmes. Ils se sont filmés en train de tirer sur des... Ils ont fait même des témoignages eux-mêmes en disant « Ah, aujourd'hui, je n'ai tué que 24 enfants. » Et on les a identifiés. Et d'ailleurs, la Belgique fait partie des premiers pays qui, grâce à des associations, etc., ont pu identifier des gens qui ont commis des crimes de guerre grâce à leur propre information. C'est eux qui ont dit « Je suis en train de faire ça avec beaucoup de fierté. » Sauf que ce soit de la fierté ou pas. En tout cas, c'est une information de l'intérieur. Et justement, polarisation. Eux, ils pensent parler qu'à leur public. Et ils pensent que le monde est de leur côté. Ils pensent que... Et ils se retrouvent, en fait, à s'accuser eux-mêmes. C'est ça le pouvoir extraordinaire des réseaux sociaux, c'est parce on poste une vidéo, on écrit un post, on pense à s'adresser à un public d'amis ou de gens qu'on connaît. Mais on ne se rend pas compte à quel point cette information peut être propagée à un niveau mondial. Et justement, dans ce cas-là, ces soldats israéliens pensaient s'adresser à leur public. Ils ne pensaient pas que... Alors que pas à leur famille, voilà, aux gens qui ils ne pensent pensaient comme pas eux. que tout le monde était en train de voir ça. Et surtout, ils ont un sentiment fort d'impunité. Et c'est là, on revient à une crise éthique. C'est-à-dire que les limites pour les principes éthiques humains, les principes qui sont en train de gérer nos relations humaines, on a l'impression que ces principes-là ont été empiétinés et que la limite est devenue un peu glissante entre ces principes-là. Et c'est ce qui fait que les définitions aussi ont changé. Par exemple, la définition du terrorisme.
elle n'est jamais la même selon le côté voilà, de l'histoire. Voilà. Selon le côté de l'histoire, selon le côté du conflit, et même entre le Nord et le Sud, on n'a pas la même définition du terrorisme. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant aujourd'hui quand on fait son travail de journaliste par rapport au terme, par rapport à la signification des mots qu'on utilise, par rapport au discours, par rapport à la façon de donner ce discours-là, par rapport aussi, même au timing où on fait ce discours-là. Tout doit être scrupuleusement vérifié et contrôlé, parce que peut-être que quelque chose que vous pouvez dire dans un contexte particulier, qui ne veut rien dire dans ce contexte-là, transféré dans un autre contexte, ça veut créer une catastrophe. Et d'ailleurs, ça, c'est un des ressorts hein, de la désinformation en ligne. Hein. Souvent, on se retrouve avec des images qui existent bel et bien, hein, mais qui ont été prises dans d'autres contextes, dans d'autres guerres, à dans d'autres conflits. Moment. Voilà. Exactement, et qui sont détournées de leur fonction première et remises dans un contexte qui n'est pas celui-là pour désinformer. Et donc, évidemment, ça apporte un peu de crédibilité. C'est là aussi on a besoin de vrais vérificateurs qui vont dire attention, il faut se rendre compte que cette image date de tel moment, à telle époque, etc. Mais plus fondamentalement, tout ça remet aussi en question le rôle que l'on peut avoir par rapport à ce qui est vrai et à ce qui est faux. Et on est de plus en plus en débrouillage de frontières, notamment avec les réseaux sociaux et toutes ces techniques de propagande. Pourquoi ? Parce que la propagande, son premier objectif, en fait, c'est de créer le doute. Et ils y arrivent très bien avec les réseaux sociaux, les comportements humains, les amplifications algorithmiques de l'intelligence artificielle. On est vraiment dans le doute. Et alors quand on utilise en plus des IA génératives pour produire des deepfakes, pour produire des images, pour produire des récits, pour inonder le web de contenus qui sont complètement faux, on ne fait que ça, créer ce doute. Et on a des générations, moi si je prends là par exemple la génération de mes parents, ma maman, quand elle lisait le journal, c'était vrai. Et quand elle va sur Facebook, elle croit que c'est vrai aussi. Et donc on n'a pas qu'un phénomène éducationnel pour les plus jeunes, mais on a aussi les personnes les plus âgées parce qu'on a complètement perturbé le rapport à la réalité. Bah écoutez, on pourrait parler des heures et des heures et des heures sur ce sujet, hein, le nouveau journalisme peut-être, redéfinir le journalisme et combattre vraiment le grand fléau hein, contemporain qui est la désinformation. Hein. C'était vraiment un dialogue très très intéressant. Merci beaucoup Madame Laurence Dierix. Alors, Dierix, pardonnez-moi, j'aurais pas réussi. Il est pas facile, je le concède. Il y a beaucoup de consonnes. Exactement. Voilà. Madame Hanen Smith, merci beaucoup de vous intéresser à ce sujet aussi vite pour être réactive. Et j'espère hein, que cette conversation francophone pourra aboutir peut-être à un ouvrage ou à des publications. Qu'on continue tous à réfléchir et à trouver des solutions, c'est pas facile. Exactement. Tout à fait. Merci beaucoup. C'est pour l'invitation. Merci et puis on espère voilà, vous réinviter pour voilà, nous parler par la suite de l'avancement de cette réflexion ô combien essentielle. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.